Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière Jardin Bioéthique, lancée en 1995, à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner. Et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durables et éthiques, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque nuit, nous digérons grâce aux rêves les émotions de nos journées. Le cauchemar, très utile, fait partie intégrante de ce grand lessivage émotionnel. Mais quand il s'installe et devient chronique, il provoque mal-être, insomnie, voire dépression. Mon invité du jour est auteur et docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien et psychothérapeute. Avec lui, nous allons mieux comprendre le fonctionnement de nos rêves et cauchemars et apprendre comment modifier le contenu pour se construire une vie de rêve, guérir de troubles traumatiques et mieux dormir. J'ai le grand plaisir d'accueillir Benjamin Putois pour un plongeon éveillé dans la science des rêves. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes l'auteur du manuel de guérison des cauchemars, Mieux dormir grâce à la science des rêves aux arènes. Comment est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet en tant que scientifique, chercheur, etc.? Surtout dans mon activité clinique, j'ai rencontré beaucoup de patients. Je travaillais essentiellement avec des personnes qui souffraient d'insomnie et j'ai rencontré beaucoup de gens qui souffraient de cauchemars. Et à l'époque, il y a une quinzaine d'années de ça, je ne me doutais pas qu'on pouvait en souffrir à ce point-là. Donc ça avait éveillé mon esprit et je me dis mais comment on fait pour aider ces personnes? Et c'est une rencontre scientifique qui m'a amené à connaître une forme de thérapie dont on va parler aujourd'hui, qui n'existait pas en France, qui n'avait pas encore été importée. C'est une méthode nord-américaine qui s'avère être très efficace pour le traitement des cauchemars. Et cette méthode m'a passionné. Elle m'a posé énormément de questions sur le plan scientifique, parce que ça remet en cause des vieilles théories, en particulier les théories d'interprétation des rêves freudiennes, auxquelles on est enseigné sur les bancs de l'université française. Et donc ça a été une belle découverte tant théorique que pour aider les personnes qui en souffrent, il faut le dire. Oui, d'ailleurs, vous avez toute une partie du livre, vous faites un peu la peau un peu à ces mythes freudiens, on y reviendra bien évidemment. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un rêve et qu'est-ce qu'un cauchemar? Déjà, un peu pour les distinguer, on a tous idée de ce que c'est, mais quand même. Alors, le rêve et le rêve est une activité cérébrale, c'est un état de conscience qui survient au cours du sommeil. Il n'y a pas un sommeil, il y a plusieurs sommeils, on le sait depuis une cinquantaine d'années. Et ces rêves sont différents en fonction des phases de sommeil. On a le sommeil lent profond, qui sont des rêves plutôt routiniers, qui servent à la consolidation de la mémoire des choses qu'on a vécues dans la journée. Et il y a les rêves tels qu'on les entend communément, les rêves qui sont scénarisés, qui passent du coq à l'âne, qui sont ubuesques, teintés d'une myriade d'émotions. Eh bien, ces rêves-là surviennent dans ce qu'on appelle un état de conscience qui est le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, c'était une double découverte mondiale et on l'attribue aujourd'hui à Michel Jouvet à Lyon, qui était l'un des pionniers de la découverte scientifique des mécanismes qui sont sous-jacents, que le cerveau soutient pour les rêves. Donc le rêve n'est plus un objet. Ça date de quand d'ailleurs, petit aparté? Alors ça, c'est les années 50-60. D'accord. Avant, le rêve était un objet, on peut dire, mystique, était
l'apanage des religieux, des religions, d'ailleurs encore à l'heure actuelle, très bien. Mais depuis une cinquantaine d'années, on l'étudie, on le dissèque, pourrions-nous dire, sur le plan scientifique, sur le plan neuroscientifique. Et ces découvertes-là, eh bien, ont remis en cause la fonction des rêves qu'on leur attribuait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on a une idée vraiment très précise de à quoi servent les rêves, et donc ipso facto, à quoi servent les cauchemars aussi. Alors, cette activité, pour donner des points de repère à nos auditeurs, eh bien, c'est les rêves et les cauchemars, ils surviennent essentiellement en deuxième partie de nuit. Plus la nuit avance, plus notre sommeil est long, eh bien, plus on a des phases de sommeil paradoxal, et plus au cours des rêves, et donc plus la probabilité de se réveiller avec en tête un rêve, avec un scénario, eh bien, est grande. Donc c'est surtout en deuxième partie de nuit, car souvent, et surtout essentiellement, les parents vont confondre chez leur enfant ce qu'on appelle la terreur nocturne avec les cauchemars. La terreur nocturne, c'est un phénomène qui arrive essentiellement en première partie de nuit, majoritairement 1 heure après s'être endormi, dans le premier cycle du sommeil, où le dormeur, principalement les enfants, bien que des adultes puissent présenter cette parasomnie, eh bien, va crier, avoir des gestes extrêmement toniques, et ce qui va effrayer le spectateur qui voit cette personne qui, entre guillemets, semble-t-il, est possédée par le démon. Et il s'avère que c'est une forme particulière de somnambulisme. Cette personne, au cours d'une terreur nocturne, eh bien, elle est bel et bien en train de dormir, aussi incroyable que ça puisse être. Donc, il y a les rêves, il y a les cauchemars. On s'entend à dire que rêve et cauchemar, ce sont les mêmes produits psychiques, si vous voulez, si ce n'est que c'est la valence émotionnelle qui va changer. Un cauchemar est fortement chargé en émotions négatives, j'y reviendrai. Et il y a les terreurs nocturnes, voilà, qui ne sont pas à confondre. Un cauchemar, je pense que tous les auditeurs ont déjà fait un cauchemar. C'est normal de faire des cauchemars dans la vie, d'autant plus quand il y a des choses qui nous ont tracassés, qui nous ont dérangés, ou qu'on a eu des drames dans la vie, des accidents, des traumas, des personnes, voilà, j'ai une personne de mon entourage qui est atteinte du Covid, je vais m'inquiéter, j'ai eu un accident de voiture, j'ai des soucis financiers. Donc, on va potentiellement à être à même de faire plus de cauchemars dans ces moments-là. Donc, les gens savent ce qu'est un cauchemar. Par contre, le cauchemar peut devenir récurrent, peut devenir chronique, et peut porter atteinte à la qualité du sommeil, à la continuité du sommeil, et coller à la peau pendant toute la journée. Le cauchemar chronique, alors pour avoir aussi des points de repère, le point de repère est le suivant: avoir 3 cauchemars par mois, eh bien, ça ne va pas nous inquiéter en tant que spécialiste du sommeil. Par contre, commencer à en avoir au moins 1, voire plus d'1 par semaine, eh bien, on dit: tiens, il y a peut-être que la mécanique des rêves doit pas forcément bien fonctionner, et on va parler d'une maladie des cauchemars. Aujourd'hui, c'est reconnu selon les classements des maladies mentales, le DSM en fait partie, eh bien, que le cauchemar est une vraie maladie. Ça, c'est intéressant, et c'est vraiment une découverte effectivement récente. Donc, pour les gens qui auraient des doutes, ça peut être rassurant de savoir qu'on ne se fait pas des films, justement, et que on est tombé dans quelque chose de plus pathologique, en l'occurrence. Alors, vous avez dit, je l'ai dit en introduction, nous digérons en fait, grâce aux rêves, les émotions de nos journées. Comment fonctionne ce processus vraiment de digestion des rêves et des cauchemars ? Ce sont les chercheurs connus sous le nom de Nielsen et Levin, qui ont fait une très belle publication en 2007, qui ont fait une proposition d'une théorie neurocognitive des rêves et des cauchemars en particulier. Un point, pour comprendre la mécanique des cauchemars, il faut comprendre comment le sommeil paradoxal fonctionne. Pourquoi le sommeil paradoxal s'appelle-t-il ainsi ? Le sommeil paradoxal, eh bien, c'est un moment dans le sommeil où, eh bien, on va créer des réalités. On se crée des films dans notre tête. On crée des réalités cognitives dans lesquelles on va se déplacer, on va vivre des émotions, on va être en interaction avec des personnes. Donc, on se crée une réalité. Donc, à ce moment-là, notre cerveau est extrêmement actif. Il consomme beaucoup d'énergie.
Or, pour vous représenter que vous êtes en train de bouger, par exemple dans un rêve, eh bien, les zones cérébrales qui sont dévolues vous-même à bouger votre corps vont être activées aussi, pour avoir vraiment ce sentiment de mouvement. Et il est important dans ce processus que ces signaux-là, ces programmes moteurs, ne soient pas opérationnels. Ainsi, au cours du sommeil paradoxal, il y a un phénomène qu'on appelle l'atonie musculaire. Notre corps est atone. Il est sourd aux commandes du cerveau. Il ne répond pas. Et c'est bien heureux. Pourquoi? Parce que si vous rêviez, par exemple, que vous seriez en train de courir après un train que vous êtes en train de rater, eh bien, s'il n'y avait pas ce frein moteur, eh bien, on vous verrait en train de courir dans votre lit. Il y a certaines pathologies, d'ailleurs, où ce frein fonctionne mal et les personnes font beaucoup de mouvements au cours de leur sommeil paradoxal. Alors, oui, vous dites à ce propos, pardon, je vous coupe une seconde, notre corps est mutique, nos muscles sont débranchés, nous sommes des momies qui créent des réalités virtuelles. J'adore, c'est fascinant. Quand on y pense. C'est un voyage virtuel. C'est vraiment un voyage virtuel. Je sais qu'il est bon de rêver dans ces temps de confinement où bon nombre de citoyens que nous sommes bloqués chez nous et les voyages sont interdits. Et là, non, le rêve. N'oublions pas que nous avons cette formidable capacité d'imagination diurne et les rêves qui nous permettent des exutoires, qui nous permettent des échappatoires. Alors, ce sommeil paradoxal, eh bien, au cours de ce sommeil paradoxal, on a donc un corps qui est totalement au repos. Il ne bouge pas, uniquement les yeux qui vont bouger. D'ailleurs, voilà, on appelle le REM, Rapid Eye Movement Sleep. Les Américains l'appellent comme ça. C'est le sommeil des mouvements oculaires rapides. Bien sûr, notre corps, on n'est pas mort, on n'est pas des momies. Nos capacités vitales sont en cours, mais elles sont vraiment très très apaisées. On est habité par un calme intérieur extrêmement important. Et ce calme intérieur, eh bien, va procéder à digérer des éléments dans notre mémoire qui portent des émotions lourdes. Et ce processus, eh bien, mnésique pioche, entre guillemets, de manière plus ou moins aléatoire en fonction de nos vécus émotionnels qui remontent surtout sur les 2 dernières semaines, mais qui peut aller piocher dans des mémoires plus anciennes. Si par exemple, là, il y a 2 jours de ça, je me suis souvenu d'un accident de voiture, eh bien, j'ai réactivé cette mémoire émotionnelle, et cette mémoire émotionnelle, eh bien, elle va s'exprimer quelques jours plus tard au sein de mon sommeil paradoxal. Alors, une image qui aide vraiment à comprendre, eh bien, c'est comme quand on voit un film d'horreur. Si vous voyez un film d'horreur vraiment très choquant sur le plan visuel, très choquant sur le plan émotionnel, sur le plan des angoisses, et que vous êtes très confortablement installé dans votre canapé, si votre corps est très serein, eh bien, vous allez vous en laver les mains entre guillemets de ce cauchemar, de ce film cauchemardesque. Eh bien, naturellement, eh bien, le cerveau procède à ce lavage émotionnel au cours de sommeil paradoxal. Il mélange les cartes de nos émotions, d'une part, et dans un corps qui est parfaitement calme. Ce processus s'appelle la désensibilisation systématique, et nous avons aujourd'hui des arguments très très forts, des observations très fines et très précises sur le plan neuroscientifique qui ont établi des zones de cerveau dévolues dans la désensibilisation des mémoires émotionnelles. C'est vraiment fascinant. En vous écoutant, quand vous parliez des mouvements oculaires, je ne pouvais pas m'empêcher de penser évidemment à David Servan-Schreiber qui a popularisé le MDR, donc cette technique de digestion aussi des émotions en France de manière éveillée. Est-ce que ça procéderait finalement du même type de principe ? Alors, David Servan-Schreiber l'a popularisé en France, on dire un petit peu comme je fais par rapport à cette méthode-là. Cette méthode que vous mentionnez est l'EMDR, le Eyes Movement Desensibilization and Reprocessing, qui a été une invention nord-américaine d'une psychologue qui s'appelle Shapiro. Et à la base, Shapiro, en tant que psychologue, travaillait avec beaucoup de personnes traumatisées. Et s'est dit, mais est-ce que je peux potentialiser les effets d'une technique qui s'appelle l'exposition? C'est-à-dire qu'on amène avec beaucoup d'amour et compassion le patient à revivre dans le présent des scènes du passé pour expulser les émotions négatives, comme une mauvaise plaie qu'il faudrait soigner.
dont voilà, il faudrait vider le pu émotionnel, si vous me permettez. Eh bien, cette psychologue avait eu l'intuition de dire, mais et si je fais cette exposition avec mes patients tout en leur demandant de faire des mouvements oculaires, eh bien, peut-être que je pourrais mimer cette fonction essentielle des rêves au cours de la journée et ainsi améliorer l'efficacité thérapeutique. Alors, elle a une très très belle intuition. Son protocole est l'un des plus validés en matière de traitement des états de stress post-traumatique. Mais aujourd'hui, il y aurait un démenti sur le fait que il y ait vraiment un mimétisme parfait entre le MDR et les mouvements oculaires. Elle serait partie d'une bonne intuition qui aurait donné un très très bon résultat, mais peut-être que l'intuition n'est pas, voilà, ça fait encore un débat scientifique, hein, la question n'est pas encore close. D'accord, mais c'était une petite aparté comme ça. Alors simplement, toujours pour nos petites données de cadrage, alors combien de temps durent-ils les rêves? On a l'impression parfois qu'ils sont très longs, mais en fait, je crois qu'ils sont parfois très courts. Combien est-ce qu'on fait de rêves par nuit en moyenne, comme ça, avoir quelques chiffres? Alors, on rêve un petit... Enfin, quand je dis rêve et cauchemar, hein, évidemment, je les mets dans le même... Oui. Alors, bon, on rêve, comme je vous l'ai dit, dans différents stades de sommeil. Maintenant, pour parler des rêves, parlons des rêves en sommeil paradoxal. Les phases de sommeil paradoxal terminent les cycles de sommeil qui, chez l'adulte, durent entre 1h30 et 2 heures. Dit autrement, une personne qui a un sommeil sain va faire des rêves environ toutes les 1h30 ou toutes les 2 heures. Et la durée du sommeil paradoxal augmente proportionnellement à la durée de la nuit. Donc, si vous êtes à même de dormir beaucoup une fois ou faire vraiment une grande grasse matinée, il est tout à fait probable que vous ayez de nombreux rêves et qui durent longtemps. Oui, une autre question, ça, ce sont des observations personnelles. Il y a des personnes qui se souviennent vraiment beaucoup de leurs rêves et d'autres, on a l'impression que quasiment ils rêvent jamais, alors qu'évidemment ils rêvent, mais ils n'ont pas ce souvenir. Alors, il y a 2 manières de répondre à la question. La première, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer le sommeil paradoxal et qui vont influencer le souvenir du sommeil paradoxal. Pensons par exemple aux personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Eh bien, ces personnes-là, la plupart du temps, quand elles ont des syndromes modérés ou sévères, ils vont avoir très peu de sommeil paradoxal. Donc, de fait, ces personnes-là, c'est pas qu'elles se souviennent pas de leurs rêves, c'est qu'elles n'ont pas de rêve. Il y a aussi beaucoup de substances, comme les antidépresseurs par exemple, ou le cannabis ou l'alcool, qui vont avoir une zone de perturbation sur le sommeil paradoxal. Donc, chez ces personnes-là, on peut pas dire est-ce qu'elles rêvent pas, ou est-ce qu'elles s'en souviennent pas. Il est probable en tout cas que le sommeil paradoxal soit perturbé. La deuxième manière de répondre à votre question est la suivante. Quand on digère bien, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez mangé il y a 3 jours? Il est fortement probable que vous ne rappeliez pas de ce que vous ayez pris au déjeuner. Pourquoi? Parce que vous l'avez digéré, c'est un processus vital pour votre bon fonctionnement et qui est répété tous les jours. Donc vous allez très peu le garder en mémoire, vous allez l'encoder, mais vous n'allez pas le consolider cette connaissance. Eh bien, quand les rêves fonctionnent bien, étant donné ils procèdent à digérer les émotions, eh bien, les souvenirs des rêves sont très évanescents. Ils s'échappent extrêmement rapidement. La plupart du temps, on va se rappeler du rêve, mais 5 minutes plus tard, ça va être comme une savonnette dans une grande baignoire. Il va nous échapper. Oui. Voilà, il va nous échapper très, très rapidement. Je dirais d'une part que c'est au mieux. On peut se forcer. Les belles études montrent que plus on va porter une attention sur nos rêves, eh bien, plus potentiellement, on va s'en rappeler. Est-ce qu'il y a merci pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des types de rêves et des cauchemars qui reviennent le plus souvent dans vos études? Est-ce que vous voyez qu'il y a un peu des grandes familles qui sont aussi un peu les grandes familles des problématiques de l'être humain, forcément? Alors, ce sont pas mes études, ce sont les études du docteur Zadra. Enfin, quand je dis dans vos études, dans vos observations scientifiques, Alors, des études en général, oui. Tout à fait. Alors, Zadra a fait des très très beaux travaux. Il a étudié des milliers et des milliers de rêveurs. Et oui, il y a des grandes thématiques, mais qui correspondent ni plus ni moins aux problématiques de l'être humain de manière générale. Les grandes thématiques sont l'agression qui vient en premier. En deuxième, vous avez les conflits interpersonnels. Alors, petit aparté, souvent on imagine un cauchemar, c'est la scène d'horreur, c'est sanguinolent, c'est gore. Alors oui, ça peut l'être.
la plupart des patients avec qui je travaille, qui rapportent des cauchemars, eh bien, ce sont plus quand même des conflits interpersonnels. C'est des Mmh. choses qui sont très sournoises, mais qui restent quand même sur le rapport d'un humain à un autre humain, hein. Donc, n'entendons pas par cauchemar automatiquement le film d'horreur. Non, ça peut être plutôt des drames de vie entre personnes. Et puis ensuite, vous avez les sentiments d'échec interpersonnel, de l'échec personnel, l'impuissance et la mort. Ça, c'est les 5 grandes thématiques à Qu'on travers, retrouve. voilà, qui sont Mmh. assez universelles. Alors revenons à nos histoires de Freud, hein, vous en parliez en introduction, vous affirmez avec aussi, là encore de manière étayée, que rêves et cauchemars ne sont pas l'expression de nos désirs inconscients, mais le théâtre de nos peurs et nos angoisses, et les rêves, vous venez de le redire, servent à la digestion émotionnelle et non pas à assouvir nos péchés mignons. Alors ça c'est intéressant parce qu'on est encore beaucoup dans l'analyse des rêves, dans le fantasme, voilà, au niveau des rêves, etc. Et vous partez vraiment c'est un peu votre cheval de bataille de dire ça ne sert pas à ça en réalité. Oui, mais alors, si on les repasse dans le contexte, les théories psychanalytiques des rêves, même si ils évolué dans les 30 premières années voilà, des années 1900-1930, eh bien, à l'époque, les teneurs de cette approche n'avaient aucune connaissance du fonctionnement cérébral. Mmh. Prenez la théorie freudienne, elle n'avait pas connaissance qu'il y avait des systèmes, un système GABA, un système de neurotransmetteurs inhibiteurs Mmh. qui permet de réguler les émotions. Eh bien, ils n'étaient pas au fait de ça. Donc, fort de cela, ils ont construit des interprétations des rêves qui sont fondées sur des fondations qui sont brinque-ballantes. La théorie freudienne ou jungienne a du mal à expliquer d'ailleurs les cauchemars. Et quand on étudie scientifiquement les cauchemars, eh bien, on se rend compte qu'ils viennent contredire complètement, eh bien, ce postulat qui est que les rêves servent à maquiller, à Nos fantasmes. déguiser nos fantasmes, nos désirs inconscients. Non, aujourd'hui, je pense qu'on peut le marteler, le poing sur la table, les rêves servent bel et bien à digérer les émotions. Alors, à titre d'exemple qui est assez connu, Freud disait, voilà, le rêve procède à protéger le sommeil. Le rêve est le gardien du sommeil. Bien, mais je sais aujourd'hui que les rêves tels qu'il entendait surviennent donc, comme nous l'avons dit, en sommeil paradoxal, et que ce Mmh. sommeil paradoxal, il vient après les phases de sommeil profond, le sommeil qui est le plus reposant. Donc, vous voyez, rien que déjà ce détail-là, eh bien, va mettre en péril ces interprétations des rêves. Alors, interprétation des rêves peut être un très bon loisir, bien sûr, pour la connaissance de soi, entre autres, mais quand il s'agit de la maladie des cauchemars chroniques, eh bien, l'interprétation des rêves est peine perdue. Mmh. Ça ne suffit pas de vouloir chercher des symboles. D'ailleurs, cette lecture symbolique qui serait soi-disant universelle, qui est une vision de la psyché quand même du 19e siècle, hein, Oui. disons-le, hein, plus de 100 ans, eh bien, n'a jamais trouvé de preuves scientifiques, comme quoi, eh bien, si vous rêvez d'une banane, eh bien, ça serait des choses peu catholiques que je ne mentionnerai pas ici. D'ailleurs, j'ai 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que, vous dites d'ailleurs que c'est plutôt même l'inverse qui se produit, c'est-à-dire parce qu'on résout, le cauchemar qu'on a des effets, dans, la vie de tous les jours. C'est ça, hein, si j'ai bien compris? Alors, C'est-à-dire parce qu'on arrive à justement guérir là, vous êtes spécialiste des cauchemars et les cauchemars, évidemment, on sait que c'est impliqué dans des cas de trauma, vous le disiez en introduction, etc., ou de problématiques, de conflits très graves ou de mémoire, enfin peu importe leur source. Et que quand finalement on va guérir le cauchemar, rétroactivement, on va guérir de ces traumas, hein, c'est ça? oui, alors ça, merci de votre question. C'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à travailler sur cette méthode, la thérapie par rescénarisation d'images mentales, Mmh. puisque les premiers résultats dont le ténor en la matière est Barry Krakow aux États-Unis, eh bien, avaient observé que en réduisant la fréquence des cauchemars, donc en amenant les gens par un certain procédé qu'on va décrire, réduisent leurs cauchemars, eh bien, les autres symptômes qui sont associés au trauma, par exemple des flashbacks dans la journée,
des dissociations, des réactions au sursaut exagérées, une méfiance, une tension nerveuse extrême, hein, qui sont les principaux syndromes des états de stress post-traumatique, eh bien, diminuent aussi. En diminuant les cauchemars, on diminue la sévérité des états de stress post-traumatique. Or, eh bien, selon la théorie freudienne, on devrait observer l'inverse avec le postulat de la substitution de symptômes. On devrait observer, selon, je vous le fais court, mais c'est un peu une caricature, mais selon l'approche freudienne, d'ailleurs, quelles que soient les sous-écoles, le rêve et le cauchemar vont être considérés comme des ambassadeurs d'un trauma inconscient. Si vous abattez l'ambassadeur, ce symptôme, eh bien, l'origine du trauma persiste et il y aura d'autres ambassadeurs, c'est-à-dire d'autres symptômes qui vont survenir sous d'autres formes. Vous n'aurez pas réglé votre trauma tant que vous n'allez pas à l'origine, entre guillemets, du trauma. Eh bien, avec cette méthode, il n'y a pas qu'une étude, il y a des vingtaines d'études qui l'ont montré, on l'a répliqué, nous, dans la version française, eh bien, en réduisant les cauchemars, on observe bel et bien l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence à amoindrir le trauma inconscient à proprement parler. Parce que sur le plan de la mémoire, c'est la même chose. Pour rêver d'une voiture, eh bien, vous avez besoin de monopoliser les endroits dans votre cerveau qui vous ont permis d'imaginer une voiture, de vous souvenir d'une voiture ou de percevoir une voiture. C'est la même réalité mentale. À propos de la digestion, je pensais quand même à cette femme psychologue clinicienne Gerda Boysen, qui était norvégienne et qui parlait quand même aussi de cette digestion du rêve à une époque où elle n'avait pas toutes ces informations en neurosciences. Oui, il y a eu des théories. J'imagine qu'elle n'était pas la seule, mais oui, des théories sur les rêves et sur les cauchemars. Depuis l'Antiquité, il y en a eu au 18e et 19e, il y en a eu de nombreuses avec des théories plutôt matérialistes ou plutôt idéalistes. Il y en a eu à foison. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une recherche internationale avec une communication, un partage de la connaissance qui amène à des connaissances beaucoup plus objectives en la matière. Et c'est au mieux parce que ça amène des solutions concrètes à ceux qui en souffrent. À chaque fois, on me pose la question, mais alors, qu'en est-il de l'interprétation des rêves? Mais bon, oui, l'interprétation des rêves est peut-être une chose. Une question essentielle, c'est est-ce qu'on peut modifier nos rêves? Est-ce qu'on peut modifier les cauchemars et faire en sorte qu'on en souffre moins? Et que ça modifie effectivement donc notre vie, voilà. Alors que ça modifie notre vie, puisque, pour reprendre votre question dernière, quand on souffre de cauchemars, mettons-nous un instant à la place d'une personne qui souffre de cauchemars chroniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la personne, elle va aller au lit ça va être le mauvais rendez-vous. Vous allez aller vous coucher, vous n'allez pas avoir envie d'aller vous coucher. Or, c'est un lieu, le lit, qui vous permet de vous reposer. Et là, vous n'allez pas trouver le repos puisque vous allez vivre des aventures extrêmement, extrêmement angoissantes et qui vous prennent aux tripes. Donc, vous allez retarder les heures de rendormissement. Quand vous allez faire ce cauchemar, il faut bien vous dire que dans le cas de maladie du cauchemar, eh bien, les personnes peuvent en faire au moins une fois, non pas par semaine, mais parfois plusieurs par nuit, et les personnes vont se réveiller avec la boule au ventre, avec du mal à respirer, avec une angoisse qui est terrible, tant et si bien qu'ils ne vont pas vouloir se rendormir tout de suite, parce que s'ils ferment les yeux, le cauchemar va continuer, et donc ils vont développer une insomnie secondaire, leur sommeil va être amputé par la présence de ces cauchemars. Pensons aussi, et tous les parents vont se retrouver, puisque les cauchemars touchent beaucoup, beaucoup les enfants, mais attention, derrière chaque cauchemar, il n'y a pas forcément un trauma. Les enfants ont besoin de réconfort au milieu de la nuit. Ce réconfort, beaucoup d'adultes ne vont pas l'avoir. Le matin, quand vous réveillez, eh bien vous êtes encore pris par ces émotions qui vont vous coller au corps pour toute la journée. Si vous avez rêvé que votre mari vous a poignardé dans la nuit, je peux vous dire que vous allez le regarder certainement d'un drôle d'œil au petit déjeuner. Ça prend à la gorge les cauchemars. C'est ça. Donc à partir du moment où on réduit les cauchemars, ce sont tous ces avalanches de symptômes qui vont être réduits. C'est ça le cercle infernal des cauchemars chroniques? Alors, c'est le cercle infernal des cauchemars chroniques, et on sait aussi que les cauchemars, ont tendance par la détérioration du sommeil, à entretenir les mémoires traumatiques. Alors, faisons une aparté qui me semble très importante. On parle beaucoup de trauma depuis le début de l'émission, c'est très bien. Mais il y a des personnes qui ont des cauchemars chroniques, donc au moins un par semaine,
qui n'ont jamais rencontré de drame dans leur vie. N'allez pas vous dire, c'est parce que j'ai des cauchemars fréquents, pathologiques, chroniques, que j'ai été violé, abusé pendant mon enfance. Bien entendu, s'il y a des abus, des maltraitances, des viols, des agressions, des attentats, tous les drames de la vie humaine, eh bien, ça va amener des mémoires traumatiques qui vont s'exprimer par des cauchemars. Hein. Le cauchemar est le principal symptôme des états de stress post-traumatique, mais il y a d'autres formes de cauchemars, il y en a quand même plusieurs, on va pas avoir le temps de les détailler là, et pensons particulièrement aux enfants. Vous avez quand même à peu près 20% des enfants entre 8 ans et 12 ans qui font au moins un cauchemar par nuit. Un cauchemar, excusez-moi, par semaine, à un niveau pathologique. Et bien sûr, derrière ça, eh bien, c'est des périodes de vie où les enfants ont beaucoup de choses à digérer sur le plan émotionnel. Ils sont en train de comprendre les relations humaines, donc c'est très difficile pour eux. Donc ils ont un système de digestion, mais bien sûr, eh bien, ça va vite pourrir leur sommeil. Alors voilà, faut être prudent derrière cauchemar. Il n'y a pas forcément du trauma, mais il peut y avoir aussi des états de stress post-traumatique. Et si nos auditeurs présentent des cauchemars chroniques, eh bien, je vous invite non pas à s'inquiéter, mais peut-être déjà à consulter un psychologue, un psychiatre ou un spécialiste du sommeil pour faire le point, là-dessus. Voilà. C'est 5 à 7% des adultes qui rapportent des cauchemars qui les font souffrir, donc c'est pas négligeable. Alors revenons sur justement cette méthode que vous contribuez à populariser en France, qui nous vient du Canada et des États-Unis, qui est IRT, Imagery Rescripting Therapy, thérapie par rescénarisation d'images mentales. Alors, en quoi consiste-t-elle et dans quel cas, justement, vous la préconisez? J'imagine dans les cas, justement, de cauchemars chroniques. Mais comment ça fonctionne, voilà? Alors, c'est dans les cas de cauchemars chroniques, effectivement, à partir que les personnes ou les enfants, les adultes vont en souffrir plus d'une fois par semaine, c'est une thérapie sur laquelle on ne s'assoit pas sur un divan pendant des heures et des années. C'est une thérapie qu'on dit une thérapie brève. On cible un problème, le problème est les cauchemars récurrents. C'est une thérapie qui est d'autant plus intéressante si les personnes ont eu des événements dramatiques, traumatiques dans leur vie, puisque c'est une thérapie où on n'est pas obligé de revenir sur son passé. On travaille uniquement sur la matière des cauchemars. Cette thérapie se déroule, je dirais, en 3 étapes principales. La première est l'observation de ces cauchemars, puisque quand on fait des cauchemars, eh bien, on a envie de les mettre au placard. On évite de s'y confronter, puisqu'ils nous font énormément souffrir, ils amènent beaucoup de mal-être. Donc, c'est de commencer à mettre en place une approche de ces cauchemars en les retranscrivant, en les observant et en apprenant aussi à désacraliser certaines théories certaines croyances dysfonctionnelles qu'ont les personnes, comme par exemple, non, mais j'ai des cauchemars, c'est comme ça, je ne pourrai jamais rien y faire tant que je ne reviens pas à l'origine de mes cauchemars ou que je ne les comprends pas. Donc, il y a une phase, je dirais, plutôt de psychoéducation dans cette thérapie, c'est la phase numéro 1. Dans la phase numéro 2, c'est une phase qui est très, très appréciée puisqu'on met, entre guillemets, les cauchemars et on se concentre sur cette formidable capacité de l'esprit humain à imaginer. La capacité d'imagerie mentale visuelle. Le fait que vous, auditeurs, vous pouvez très bien fermer les yeux et évoquer une île déserte avec des plages, vous serez bien. Eh bien, j'imagine que vous avez déjà des images qui sont apparues dans votre esprit. Eh bien, on peut contrôler, maîtriser cette capacité-là pour décider, contrôler de ce que l'on peut voir. Chez les personnes qui souffrent de troubles traumatiques, c'est extrêmement difficile puisque dès qu'ils ferment les yeux, eh bien, il y a une forte probabilité qu'ils aient des images intrusives sur ces images choquantes du passé, ces fantômes du passé qui reviennent comme des flashbacks et qui vous prennent à la gorge. Donc c'est une étape qui est très appréciée parce qu'elle est très positive. On est là pour créer des scénarios positifs et à reprendre le contrôle. Mais c'est une phase qui est vraiment nécessaire et qui nécessite un entraînement quotidien. C'est vraiment comme apprendre à peindre. Ou apprendre à faire du piano. Si c'est pas tous les jours. Oui, vous insistez beaucoup dessus. Voilà, c'est vrai que ça peut prendre 3, 4, 6 mois peut-être. Alors, oui, généralement, en moyenne, c'est plutôt 3 à 4 mois. Mais vous voyez, c'est une thérapie qui est très intéressante puisqu'elle peut être faite en autodidacte, comme un cours du piano. Il est vrai que c'est préférable d'avoir un professeur, mais, et ça, c'est les études de Landseux qui le montrent très bien qu'avec un livre, eh bien, en suivant la méthode, tout
en étant régulier dans son implication, eh bien, on peut avoir des bons résultats. Alors, ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, l'ultime étape, eh bien, c'est Alors de... attendez, je vous Oui, coupe juste une seconde avant de faire cette troisième étape, je suis parce bavard. que ça donne envie quand on n'est pas forcément, quand on n'a pas de cauchemar pathologique, de le faire aussi potentiellement pour les rêves. Est-ce qu'on peut, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui disent ah moi je vais zapper, j'ai pas de cauchemar, est-ce qu'on pourrait imaginer de se dire bah moi j'ai envie d'améliorer mes rêves pour peut-être pouvoir améliorer mon quotidien, parce qu'on a tous des digestions émotionnelles à faire même si elles se présentent pas sous forme de cauchemar, et que finalement ça pourrait aussi accélérer ce processus, ou c'est tordu de faire la méthode dans ce cas-là? Ben, oui, je dirais que c'est tendu, dans le sens où si vous avez beaucoup de rêves, alors souvent les rêves, on s'entend, il y a la majeure partie des gens qui rêvent, c'est des rêves qui restent quand même négatifs. On est là pour digérer des choses qui nous ont Oui. émus. Donc c'est des rêves qui sont soit neutres, soit bizarres, ubuesques, négatifs. Mais cette méthode, elle sert pour relancer la machine des rêves, pour la redémarrer. Si vous avez un système onirique qui fonctionne parfaitement bien, à quoi bon chercher à le redémarrer? Non. Après, vous pouvez vous amuser à retranscrire vos rêves, vous pouvez vous amuser à induire certains scénarios, bien sûr, vous pouvez Bah, jouer avec c'est les de rêves. l'optimisation. On pourrait dire que c'est de Voilà. l'optimisation, et de se dire que finalement, au lieu d'aller chez le psy, même si ça va pas trop mal, hop, j'optimise un peu mes Ouais, rêves non, et je digère un peu mieux. Non, ça non, mais marche pas, ça. on est dans une société d'optimisation. Euh, si les choses fonctionnent, Laissons faire la voilà, nature, laissons d'accord. faire la nature. Ok. Par contre, néanmoins, euh, quel artiste ne répondrait pas à cette question en disant mais le rêve est une source d'inspiration Bien sûr. sans fin, dans lequel on peut créer des mondes et on peut jouir de ces univers. On peut aussi mieux se comprendre. De fait, les rêves monopolisent des choses qui nous ont émus. Donc, en les décortiquant à l'aide d'un psychanalyste, eh bien, on peut être sur un chemin d'une meilleure connaissance de soi. Oui. Oui, bien sûr, mais comme beaucoup de matières psychiques peuvent nous y conduire. Mais la méthode à proprement parler, la thérapie par rescénarisation d'images Mm. mentales visuelles, hein, l'IRT, Rehearsal Therapy, hein, c'était son premier nom, eh bien, elle est vraiment, c'est un traitement qui est recommandé sur le plan mondial. C'est le traitement qui est le plus recommandé de par son efficacité pour traiter le trouble cauchemar. Voilà. Oui, d'accord. Donc, on n'aurait pas idée de prendre un médicament si on n'est pas malade. D'accord. Ça me fait penser à ce podcast que j'ai enregistré avec le docteur médecin psychiatre Olivier Chambon sur les psychédéliques qui sont absolument interdits en France, mais qui avait cette réflexion en disant si ça peut être un ascenseur spirituel, pourquoi pas. Donc j'avais cette réflexion moi avec les rêves en disant si ça peut être un ascenseur effectivement, mais c'est pas Voilà, fait pour ça. une connaissance de soi, Oui. mais ça, c'est pas cette thérapie-là. Cette thérapie-là, elle est radicalement efficace, mais comme vraiment un traitement face à une maladie. D'accord. Alors du coup le point 3, parce que je voulais faire cette petite aparté, pardon. Alors le point 3, on a décrit les 2 premières étapes du traitement, c'est qui conduit la personne à être prêt, à être armé pour pouvoir affronter et transformer les scénarios des cauchemars. Cette étape nécessite de monopoliser du temps quotidien et une fois par semaine, eh bien, la personne va travailler sur un cauchemar qui peut être un cauchemar très ancien ou un cauchemar récent et il va prendre une posture de scénariste. Son esprit lui présente un drame, un scénario de drame, un scénario d'horreur. Eh bien, il va travailler sur le script pour pouvoir en donner une comédie ou un film merveilleux. Alors, il y a des règles à respecter. Il ne doit pas trahir les images principales. Soit dit en passant, une petite digression, à quoi bon parler sur un divan pendant des heures et des heures de rêve, alors que la matière première des rêves est l'image mentale visuelle. Donc il s'agit de travailler bien et bien sur des images mentales. Donc il y a une sélection d'images à faire et on cherche, je dirais, le noyau émotionnel qui a le plus ému la personne, le rêveur, le cauchemardeur, pour pouvoir en trouver une opposition radicale. Ce que l'on fait aussi pour le traitement des traumas. Quand on travaille avec une personne qui a été victime, par exemple, de tremblements de terre, elle est persuadée que
elle allait mourir. Et cette angoisse de mort la poursuit encore des années plus tard, alors que le tremblement de terre, ça fait des lustres qu'il a eu lieu. Elle est hantée par cette idée de je vais mourir. Elle est bel et bien en vie, mais il y a comme une brisure dans sa mémoire. Il s'agit de l'aider à consolider cet esprit qu'elle est bel et bien en vie, de ressentir cette vie en elle. Et bien dans la thérapie, on fait la même chose. On va partir du noyau le plus négatif d'un cauchemar pour aboutir sur le versant totalement opposé et bien consolider ça. Une fois que la personne elle a créé ce scénario, alors pour je dirais les cauchemars qui sont pas forcément en lien avec des événements propres de la vie, on peut le faire tout seul. Bien sûr, quand il s'agit de cauchemars où on voit des personnes aimées que nous avons perdues, il est extrêmement difficile de procéder à cette recolorisation, cette positivation des rêves, des cauchemars. Donc, c'est nécessaire d'être accompagné dans ces moments-là. Une fois que, eh bien, il y a ce nouveau scénario qui est imaginé, eh bien, la personne va le répéter, et c'est un élément aussi important de la thérapie. Elle va le répéter comme une poésie d'un enfant qu'il a à apprendre, et chaque jour, il va répéter. Et à force qu'il répète cette poésie, cette mélodie, eh bien, elle deviendra, entre guillemets, mais dans les bons sens du terme, entêtante. Elle sera activée dans sa mémoire de manière automatique. Et c'est ce que l'on cherche à faire. C'est une thérapie qui va modifier les rêves et les cauchemars. C'est de la reprogrammation, en fait. C'est, on pourrait dire, une sorte de reprogrammation, je préfère le terme d'automatisation. Pour que, à force de répéter une chanson, vous savez, c'est comme dans les temps modernes, Charlot, il fait toujours le même geste à l'usine, et puis quand il rentre chez lui, il fait encore le même geste. Eh bien, imaginons si vous répétez toujours la même histoire mentale, avec des images dans votre tête plusieurs fois par jour, et ça pendant plusieurs jours, eh bien, à un moment donné, ça va être répété de manière automatique quand vous dormez, et c'est là que procède la relance des machines des rêves. C'est ça, comme on apprend à conduire et que ça devient automatique, on peut faire autre chose en même temps, effectivement, que la conduite, etc. Tout ce qui est automatisé. Tout à fait. C'est une thérapie de type cognitivo-comportemental. Oui. Et ces thérapies-là sont basées sur l'apprentissage. On est là pour apprendre de nouvelles capacités. On arrive à la fin de ce podcast. Benjamin Putois, j'aimerais savoir pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents et d'enfants qui souffrent de ces cauchemars récurrents. Est-ce que c'est adapté, cette automatisation et cette visualisation, justement, pour les enfants ? Alors, c'est parfaitement bien adapté. Mais avant de parler de cette thérapie pour les enfants, il est essentiel de bien se dire que vous, parents, moi, parent, quand mes enfants se réveillent suite à un cauchemar, majoritairement en deuxième partie de nuit, ils ont eu peur. Ils sont angoissés. Ça se lit sur le visage. Souvent, il y a des parents, il a 2 ans, il a fait des cauchemars. Non, c'est normal de se réveiller la nuit chez les enfants, et derrière tout éveil nocturne, il n'y a pas des cauchemars. Quand il y a un cauchemar, votre enfant, vous voyez son visage angoissé. Le premier réflexe, c'est de le prendre dans ses bras et de lui faire un gros câlin et de l'apaiser et d'attendre que l'émotion négative, que ça s'apaise, tout ça. Ça, c'est quand même le premier geste à bien avoir en tête. Bien sûr, s'il fait des cauchemars récurrents, c'est qu'il y a bien des tracas dans sa vie quotidienne qui l'amènent à en avoir. Il a des choses à digérer. Donc, amener l'enfant aussi à parler de ses soucis est un point essentiel avant même de parler de la thérapie. On peut même se demander d'ailleurs dans quelle mesure le petit enfant ne digère pas quelque part sa naissance, sa venue au monde, qui est quand même quelque chose de potentiellement un peu traumatique pour certains. Alors, j'aurais tendance à répondre de réchef, non, puisque les cauchemars, ils surviennent surtout à partir de 5 ans. On peut en avoir avant, mais avant 2 ans, il y a pas de cauchemar. Il y a le système d'angoisse et de lien entre une image et une angoisse, elle n'existe pas encore. Alors oui, le bébé dans le ventre de sa mère, il rêve, mais d'ailleurs quand il rêve, il s'entraîne à voir. C'est intéressant, mais ça c'est un autre sujet. Pour répondre à votre question, quand à partir du moment que votre enfant il fait des cauchemars récurrents et que vous avez bel et bien réussi à identifier que c'est des cauchemars, pour ça, mon livre peut vous aider dans un premier temps, et bien, cette thérapie est vraiment très adéquate à partir du moment qu'il en fait plus d'une fois par semaine. Et il n'y a pas, j'irais aller voir un thérapeute, une personne qui est spécifiquement formée à cette méthode. Dans le livre, c'est une méthode que les parents peuvent très bien lire et l'appliquer sous, la forme de jeu avec l'enfant,
de dessin et en quelques mois, eh bien, l'affaire des cauchemars sera réglée. Très bien, je crois qu'on a passé en revue pas mal de choses. On n'a pas parlé du tout du rêve lucide. En quelques mots, est-ce qu'on a des choses un peu nouvelles sur le sujet? Qu'est-ce que c'est, rapidement, peut-être? Alors, le rêve lucide, je vous en parle sous mon angle. Pour traiter les cauchemars, on cherche à les modifier, on cherche à avoir accès à cet état de conscience. Or, c'est un état de conscience dans lequel, eh bien, on n'est pas éveillé de fait. Il y a 2 chemins pour les modifier. La première, c'est celle de la thérapie par scénarisation d'images mentales visuelles dont nous avons parlé. Et le deuxième, c'est les rêves lucides. C'est le fait de prendre conscience que je suis en train de faire un cauchemar et je fais encore un cauchemar, eh bien je vais sortir de ce cauchemar. Il y a des méthodes pour augmenter la fréquence des rêves lucides, mais ce sont des méthodes qui encore à l'heure actuelle, elles existent depuis les années 60, mais qui sont très très laborieuses à mettre en place et qui donnent, en tout cas à l'heure actuelle, les études ne sont pas probantes sur le sujet. D'accord, très bien. Benjamin Putois, merci infiniment. Alors je rappelle le titre de votre livre, Manuel de guérison des cauchemars, mieux dormir grâce à la science des rêves, qui est paru aux éditions Les Arènes. On peut vous retrouver également des informations scientifiques sur le site imaginerêver.org. Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière Jardin Bioéthique, lancée en 1995, à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner. Et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durables et éthiques, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement.